globalement, on a doublé la consommation d'énergie fossile et chaque année, on bat les records de consommation de gaz, de pétrole et de charbon. Et les prospectives montrent que ça va encore continuer pendant quelques années. C'est quoi quelques années? Je suis déjà mort ou... J'espère que non, mais disons que je ne vois pas les consommations de pétrole et de gaz diminuer, et même de charbon diminuer au cours des 10 prochaines années. Après, Inch'Allah. L'Europe dans tout ça et les conseils de défense, est-ce qu'il y a des énergéticiens qui conseillent correctement nos élites? C'est une bonne question. L'Europe. Je connais pas la liste, parce qu'il y a quand même beaucoup de comités Théodule. Hein. Il y a une prolifération ces dernières années. Sur l'énergie, je connais les gens que je connais et qui connaissent ce sujet-là, mais ils ne participent pas à ces comités Théodule. Donc, une fois de plus, l'Europe, c'est quand même quelque chose d'assez idéologique. On est plutôt dans... L'énergie se rapproche plus de la religion que de la science. Et donc, c'est pour ça je pense qu'on va dans des mauvaises directions. Aux États-Unis, je pense qu'ils ont des ingénieurs. Le nouveau ministre, je crois, a pas mal travaillé dans le secteur. En Chine, ils ont aussi que des ingénieurs. Hein. Tous les dirigeants sont ingénieurs. En Europe, les ingénieurs, on les cherche. Mais rappelons-nous, c'était je pense, en 2004, non, c'était durant le mandat du fils Bush. Son vice-président était Dick Cheney. Dick Cheney avait été auparavant le président d'Haliburton, qui est une des grosses compagnies pétrolières. Bon, alors on peut effectivement critiquer le lobby, le machin, etc. Mais enfin, c'était au moins quelqu'un qui connaissait le gaz et le pétrole. C'est la raison pour laquelle Patrick Pouyanné... aurait probablement sa place en ministre de l'énergie, ce serait une bonne chose. Je ne pense pas que ça l'intéresse. Il pourrait d'ailleurs faire à la fois ministre de l'énergie et des Affaires étrangères, a priori. On lui a souvent posé la question, il a dit qu'il préférait rester à la tête de Total Energy, qu'il trouvait son travail passionnant. Et par rapport à l'actualité immédiate, Donald Trump se rend au Moyen-Orient. Et il se rend en Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar. 3 pays pétroliers et gaziers, le Qatar étant plus gazier que pétrolier, mais étant aussi un pays pétrolier. 2 d'entre eux, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis, étant membres de l'OPEP et de l'OPEP+. Et le Qatar étant le 3e exportateur mondial de gaz naturel liquéfié après États-Unis et Australie. Donc l'énergie, alors il n'y aura pas que l'énergie dans ce voyage de Trump. On va évidemment parler Iran, on va parler Gaza, bon, il y a plein de sujets. Les sujets ne manquent pas au Moyen-Orient, c'est clair, malheureusement, parce qu'ils sont souvent tragiques. Mais il est clair qu'il y aura une forte odeur d'énergie et d'hydrocarbures sur cette visite du président américain au Moyen-Orient. C'est intéressant ce que tu dis, Francis. Quand il y a de l'énergie, en général, il y a des conflits. Il peut y avoir quelques liens, pour le dire diplomatiquement. Et pas diplomatiquement, on formulerait ça comment? L'énergie, c'est un enjeu stratégique pour le monde. L'énergie, c'est ce qui fait tourner le moteur économique mondial. Donc, c'est ce que n'a pas compris Bruno Le Maire, peut-être. Alors, pour n'importe quel État, l'énergie, c'est stratégique. Pour Bruno Le Maire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la critique de Bruno Le Maire, mais c'est un point absolument essentiel. Nicolas l'évoquait. Est-ce que dans les plusieurs pays européens, est-ce qu'on est suffisamment conscient du poids stratégique du secteur énergétique? Point d'interrogation. Plusieurs points d'interrogation. Manifestement non. Je vais prendre un exemple assez simple, c'est que le Suriname et la Guyane... Le Guyana, pardon, ont découvert offshore d'énormes réserves de pétrole. Je pense que le Suriname est pas loin de produire le Guyana, on est sur 250 000 barils par jour. Milliards de barils. Oui, donc c'est des réserves absolument considérables. Il produit plus de 600 000 barils. 600 000 barils jour. Vous voyez, j'étais bien en dessous. Et il y a une prolongation des champs offshore qui passe par la Guyane française, où effectivement l'exploration pétrolière est interdite depuis
la loi de 2017 votée par Nicolas Hulot. Donc ce qui signifie qu'aujourd'hui, la France refuse de regarder si elle a des hydrocarbures parce que hydrocarbures égale diable absolu, alors que les deux pays voisins en exploitent, de même que le Brésil. Ce sont des champs en offshore, en grande profondeur d'eau, qui pourraient être tout à fait intéressants. D'ailleurs, je crois personnellement que si la France avait produit 2 millions de barils jour en 2017, je crois que la loi ne serait jamais passée. Cette loi adoptée fin 2017 par le Parlement français prévoit que l'État français ne peut plus attribuer de nouveaux permis d'exploration en France métropolitaine et tout l'outre-mer français, dont il faut rappeler que c'est le 2e au monde en termes de superficie. Alors, c'est un choix politique, hein, on en pense ce qu'on veut, mais est-ce que vraiment, dans ce domaine maritime immense, il n'y a pas d'hydrocarbures quelque part, dont la Guyane? J'ai un peu de mal à le penser, personnellement. Nicolas. Ça fait partie de nos petites contradictions, de notre jeu du double standard, qui fait qu'on a quand même été plusieurs fois principal importeur de gaz de schiste américain, que dans le GNL américain importé, c'est à peu près 2/3 de gaz de schiste, et qu'on interdit ça chez nous. Donc c'est vrai que c'est on interdit non seulement de produire, mais pas de consommer et d'importer. Voilà, et puis on interdit de regarder aussi si... Le gaz naturel liquéfié américain est fait essentiellement à partir de gaz de schiste, puisque la production actuelle de gaz américain est à 80%, il y a encore un petit peu de gaz naturel traditionnel, mais c'est surtout du gaz de schiste. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas explorer, on ne peut même pas aller regarder en France. Ça n'est même pas exploité, on ne peut même pas explorer, parce que explorer sous-entend qu'on pourrait trouver, et si on trouve, on pourrait exploiter. Et donc c'est interdit aujourd'hui. Alors là, c'est pas par la loi de 2017, c'était la loi Jacob, si je me souviens, c'est 2010 ou 2011, quelque chose comme ça. Et on a un autre qui interdit qui interdit ça. Mais par contre, on est le premier importateur de gaz naturel liquéfié américain qui est du gaz de schiste. Alors on ne consomme pas tout, on en envoie une partie, on le regazéifie et on en envoie une partie en Allemagne, puisque les Allemands, eux, n'ont jamais voulu construire de terminaux de regazéification. Oui, un autre problème qu'on a aussi en Europe, c'est que donc je reviens à la neutralité carbone, quand on veut faire des contrats d'approvisionnement en gaz naturel, quand par exemple le Qatar veut qu'on signe des contrats, en fait il faisait des engagements dans la durée, puisque lui il a des investissements importants, donc c'est des engagements à 25 ans. Mais 2025 plus 25, ça fait 2050. Donc ça fait neutralité carbone. Et donc on va se refuser de signer ces contrats. Et ce qui fait qu'en fait, le marché européen de l'énergie, grosso modo en Europe, on est passé de contrats qui étaient plutôt sur le long terme à des contrats qui sont de plus en plus sur le court terme, voire sur parfois des prix spot, des bateaux de GNL. Et qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait, on augmente notre exposition à la volatilité des prix. Et c'est ça qui peut créer un gros problème, parce que je le répète assez régulièrement, la crise de l'inflation, le premier domino qui est tombé en avril-mai 2021, c'est l'augmentation du prix du gaz naturel. C'était avant la guerre en Ukraine. Et c'est ça qui, par effet domino, sur les engrais, sur l'électricité, etc., a amené à ces 15, voire plus d'inflation, et le fait qu'on ait atteint un record de baisse de consommation, que ce soit en France ou en Europe. L'électricité aussi. On va venir sur l'électricité. Alors, si j'ai bien compris, on se tire une balle dans le pied, dans les deux pieds, dans les deux mains, on se met une cagoule et on a les deux pieds dans le ciment. Enfin, c'est une des premières balles dans le pied, on s'en tire plusieurs, on va y venir. Voilà, et disons que c'est la première, c'est effectivement... C'est quoi les autres balles ? Les autres balles, on verra sur les renouvelables, sur le nucléaire, sur l'électricité, sur les batteries, sur les voitures, sur les logements. Enfin, il y en a, disons, une liste à rallonge aujourd'hui. Juste pour revenir sur ce que disait Nicolas sur le Qatar, qui est important, les dirigeants du Qatar nous disent « Vous voulez du gaz naturel liquéfié, nous, on veut vendre avec des contrats de long terme, ça nous donne une visibilité. On investit des sommes énormes. Le Qatar a récemment, dans les dernières années, lancé de nouveaux développements gaziers sur un champ gigantesque sous-marin qui est partagé entre le Qatar et l'Iran, qui est l'un des plus gros champs gaziers du monde, le Northfield. Coût des investissements entre 40 et 50 milliards de dollars. Quand on investit des sommes de cet ordre-là, évidemment, on préfère signer des contrats de long terme. Et
les Européens, pour les raisons qu'indiquait Nicolas, disent attention, il ne faut pas que ça dépasse 2050, puisque 2050, neutralité carbone. Alors l'émir du Qatar nous dit écoutez, moi je vais aller vers les marchés asiatiques. Eux, ils ne me posent pas de problème avec la coupure de 2050. Donc c'est un élément tout à fait important à prendre en considération. Puis, puisque nous sommes au Moyen-Orient, si je puis dire, pas ici, mais puisque nous parlions du Moyen-Orient, le voyage de Trump, etc., qu'est-ce qu'on nous dit en Arabie Saoudite ? Que nous dit par exemple le patron de Saudi Aramco, le géant pétrolier mondial, Amin Nasser? Il nous dit, vous parlez de transition énergétique. Je ne la vois pas. Je vois une addition énergétique. Actuellement, le développement des énergies renouvelables, principalement solaires et éoliens, ne fait pas reculer la consommation mondiale d'énergie fossile qui continue à augmenter. Donc le monde continue à consommer plein d'énergie fossile et même un peu plus, et on ajoute quelque chose, on empile. Donc, nous dit-il, c'est une addition énergétique, ce n'est pas une transition énergétique. Sur le plan des faits, aujourd'hui, il a parfaitement raison, factuellement. Moi, mon expérience personnelle, je suis rentré dans l'industrie pétrolière en 1982. Et en 1982, les fossiles, c'était 87% du mix énergétique mondial. Aujourd'hui, c'est 82%, mais avec une quantité d'énergie qui a doublé. Donc, ce qui veut dire que globalement, on a doublé la consommation d'énergie fossile. Et chaque année, on bat les records de consommation de gaz, de pétrole et de charbon. Et les prospectives montrent que ça va encore continuer pendant quelques années. C'est quoi quelques années ? Tu seras déjà mort ou... J'espère que non, mais disons que je ne vois pas les consommations de pétrole et de gaz diminuer, et même de charbon diminuer au cours des 10 prochaines années. Après, Inch'Allah.